Bonjour à tous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Karine Lacombe, qui est infectiologue donc, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et professeure à l'université de la Sorbonne et qui va nous parler aujourd'hui du dépistage de l'hépatite C en Afrique. Merci beaucoup Karine d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Sylvie de m'avoir conviée à venir à votre séminaire. Et donc comme thématique à vous présenter aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un sujet qui est un peu en interaction avec que votre équipe fait, puisqu'on a des collaborations, soit avec Patricia ou avec Sylvie, sur des thématiques autour des hépatites virales en France, mais aussi à l'étranger. Et là, j'ai en particulier choisi de vous parler donc, du dépistage de l'hépatite C en Afrique, que je considère comme une urgence de santé publique, et je vais vous montrer pourquoi, avec la plus grande partie de mon topo qui va être une présentation des travaux qu'on a faits en Afrique subsaharienne, financés par la NRS. Alors, d'abord, pour vous replacer un petit peu de contexte, pour vous rappeler que dans l'étude Global Burden of Disease, dont vous avez probablement entendu parler, qui est une enquête internationale qui est faite tous les 5 ans pour évaluer les grandes causes de mortalité au niveau mondial, eh bien, quand on regarde le poids des hépatites virales dans la mortalité globale, on voit que 1990, elle était au 10e rang, 2013, elle est passée au 7e rang, donc une augmentation de la mortalité par hépatite virale au sein des grandes causes de mortalité. Et quand on compare par exemple, pour avoir une échelle d'idées, entre le VIH, la tuberculose et le paludisme, eh bien on voit que l'hépatite virale, les décès par hépatite virale augmentent progressivement sur cette période de 15 ans, alors que grâce à tout le travail... il n'y a pas de... Ouais, ça c'est pas grave. Grâce aux gros investissements financiers, mais aussi en ressources humaines, cliniques, qui ont été faits dans le champ du VIH, on voit qu'il y a un déclin de la mortalité liée au VIH de 2005 à 2015. Et il y a aussi une courbe descendante, peut-être un peu moins prononcée que pour le VIH, pour la tuberculose et le paludisme. Alors que la mortalité par hépatite virale, ça continue d'augmenter, principalement par hépatite B, mais aussi par l'hépatite C. Alors, quand on regarde justement la mortalité par virus, on a une très jolie étude qui est sortie il y a 2 ans, qui est la première étude à s'attacher à la mortalité par virus, que ce soit le virus de l'hépatite A, B, C, mais également E. Et on voit que dans les pays qui nous concernent plus pour mon topo d'aujourd'hui, l'Afrique, c'est bien la mortalité par hépatite B qui prédomine, mais on voit tout de suite la mortalité par hépatite C, qui est la 2e cause en Afrique. Et si vous regardez par exemple en Inde, on voit apparaître de façon assez importante la mortalité par hépatite E. C'était juste un petit aparté. Alors que ça reste très très faible pour l'Afrique. La prévalence de l'hépatite C en Afrique, vous voyez qu'elle est très hétérogène. Donc on a bien sûr la prévalence très importante en Égypte. Donc vous connaissez probablement l'origine de l'épidémie d'hépatite C en Afrique, ce sont les injections d'antimoine qui étaient utilisées pour traiter la bilharziose ou la schistosomiase. Et puis vous voyez qu'ensuite on a une prévalence de l'hépatite C qui est plus importante en Afrique centrale. Donc en Afrique subsaharienne, mais qui se rapproche plutôt de la partie centrale. Et quand on parle de prévalence, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop l'hépatite C, il y a 2 marqueurs importants quand on va faire le diagnostic d'une hépatite C. Il y a d'un côté les anticorps, ce qui veut dire que le patient a été au contact avec le virus, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une hépatite C active. Pour dire qu'il y a une hépatite C active, il faut faire ce qu'on appelle une charge virale de l'hépatite C qu'on fait la plupart du temps par PCR. Et quand cette charge virale est positive, on peut dire qu'on a une hépatite C chronique active. Et quand on a des données de prévalence, c'est un point auquel il faut vraiment que vous fassiez attention, c'est que vous pouvez avoir de la séroprévalence, c'est-à-dire la prévalence, la fréquence des anticorps dans une population. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse en tant que cliniciens, décideurs en santé, ça va être la prévalence des hépatites C chroniques actives. Donc c'est ce qu'on appelle la viroprévalence, le nombre de patients qui ont des anticorps, mais qui répliquent aussi leur hépatite C. Et donc quand vous regardez
sur ce schéma-là, alors là j'ai un petit peu grossi l'Afrique, eh bien on voit que là aussi la situation est assez disparate entre les différents pays. Vous voyez qu'il y a 2 pays où la viroprévalence est très élevée et puis d'autres pays où c'est beaucoup plus hétérogène. Et alors évidemment, quand on parle pareil de viroprévalence, on va avoir des pourcentages, 0,5, 1%, mais finalement, quand on est un décideur en santé, qu'on a un budget à investir pour traiter des patients, pour les dépister et les traiter, ce qui va être important, ça va être le nombre de patients qui sont infectés avec une hépatite C chronique active. Et vous voyez par exemple en Égypte, c'est 4 millions, plus de 4 millions de personnes à traiter. Pour vous donner un ordre d'idée, on pense qu'en France, actuellement, on en a 75 000 à traiter. Encore. Heureusement, on en a traité beaucoup avant, il en reste 75 000 à traiter. Égypte, 4 500 000 personnes qui ont une hépatite C chronique active. Et puis vous voyez, par exemple, vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est entre 200 et 500 000. Vous prenez le Sénégal, c'est plutôt faible. La viroprévalence au Sénégal est relativement faible, donc c'est moins de 200 000 patients, etc., etc. Le problème de l'hépatite C, alors que l'on a maintenant des médicaments qui sont très actifs, c'est qu'elle reste une épidémie qui est dynamique. Alors quelques données, donc ça c'est issu d'un centre d'analyse de données qui est supporté par l'Organisation mondiale de la santé. Donc vous voyez 1,75 million de nouvelles infections par an, avec 2 modes de contamination principaux qui sont l'usage de drogue et la contamination nosocomiale, les règles universelles d'hygiène qui ne sont pas respectées, etc. Et quand vous regardez la prévalence, il y a dans le monde 75 millions de personnes infectées. Donc ça, c'est de la viroprévalence. Maintenant, on arrête de parler de séroprévalence. Comme on a des médicaments qui guérissent, on parle de viroprévalence pour vraiment avoir une bonne idée du nombre de personnes à traiter. Et puis, quand vous regardez en Afrique, alors je suis désolée, vous ne voyez pas très bien, voilà ici, quand vous regardez en Afrique, ça c'est le nombre de personnes en millions, vous voyez qu'on est à peu près sur toute l'Afrique à 12 ou 13 millions de personnes à traiter. Donc vous vous rendez compte tout de suite qu'en matière d'investissement humain et financier, c'est extrêmement lourd. Et c'est extrêmement lourd, ce d'autant que l'Organisation mondiale de la santé a fixé des objectifs extrêmement ambitieux d'élimination de l'hépatite C, enfin des hépatites virales en général, B et C, d'ici 2030. Et effectivement, l'élimination des hépatites virales, c'est un des objectifs des objectifs du millénaire dans le développement durable. C'est Sustainable Development Goals, SDG. Et l'OMS a fixé des buts, des targets à atteindre. Donc là, vous voyez, ça c'est la situation en 2015. Vous voyez les objectifs pour 2020 et surtout les objectifs pour 2030. Donc là, on parle d'hépatite B et C combinées. Et par exemple, entre 2015 et 2030, les pays doivent s'engager dans des politiques de lutte contre les hépatites virales qui vont de la prévention, dépistage et traitement, de façon à atteindre 90% de réduction des nouvelles contaminations et 65% de réduction de la mortalité liée aux hépatites virales. Ce qui veut dire par exemple qu'en 2015, on était à 6 à 18 millions de nouvelles infections et on doit descendre à moins de 1 million, à 900 000 infections. Et 1,4 million de décès en 2015, on doit tomber en dessous de 500 000 décès. Alors justement, où est-ce qu'on en est par rapport à ces objectifs? Vous voyez, donc là, toutes les personnes infectées par continent, vous avez ici les couleurs par continent. Alors si on fait un focus plus spécifique sur l'Afrique, puisque c'est ce dont je vais vous parler, vous voyez que ça c'est le nombre de personnes par centaines. Et donc, vous voyez le nombre de personnes porteurs d'une hépatite C en Afrique, enfin d'une hépatite virale, pardon, en Afrique. Puis vous voyez, ce tout petit, la première marche entre le fait d'être infecté et le fait de le savoir, c'est le diagnostic. Vous voyez qu'il y a un très très faible pourcentage des personnes infectées en Afrique qui sont au courant de leur diagnostic. Donc il y a un énorme gap. Quand on regarde au niveau mondial, on a un gap de 70%. Il n'y a que 30% des personnes infectées qui sont au courant de leur statut.
Et puis alors ensuite, quand on regarde qui a commencé sur le traitement, ben, en Afrique c'est 0, et puis qui est traité, hein, en Afrique c'est 0. Bon, évidemment c'est pas 0, mais le nombre est extrêmement faible. Alors quelles interventions pour quelle cible? Parce que vous avez bien vu que la toute première étape dans ce continuum de soins, ça va être le dépistage. Eh bien, l'OMS a défini un certain nombre d'interventions, a montré où on en était en 2015, donc c'est tout ce qui est en marron, et où on doit aller en 2030, donc c'est tout ce qui est en clair là. Et si on prend plus spécifiquement ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le diagnostic de l'hépatite C, ben vous voyez, hein, on est sur ces 20% de personnes dépistées, on a encore un sacré boulot à faire pour atteindre l'objectif de l'OMS pour 2030, qui est, je vous rappelle, 90% des personnes infectées qui sont au courant de leur diagnostic. Et de nouveau le dépistage, on voit bien que c'est la toute première étape dans le continuum de soins, et dans cette méta-analyse qui a été publiée il y a 2 ans sur les interventions efficaces dans la cascade de soins, eh bien on voit que le dépistage, c'est vraiment la toute première étape où il y a des interventions majeures à mettre en place qui sont améliorer la connaissance des médecins sur le dépistage, des médecins mais aussi des patients, enfin de la population générale. Donc c'est ce qu'on appelle education about testing, et améliorer l'accès au dépistage. Donc dans ce contexte global, à partir de 2014, on a mis en place au sein de mon équipe INSERM un projet financé majoritairement par l'ANRS qui s'appelle TAC, et que j'appelle un projet intégré, alors pas un très gré, je suis désolée, je fais une petite faute d'orthographe. C'est un projet intégré parce qu'en fait, à travers ce projet qui est à la base un essai clinique de traitement de l'hépatite C en Afrique subsaharienne dans 3 pays qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, à partir de cet essai thérapeutique avec des antiviraux directs, donc sans interférons, on a développé tout un panel d'études qui sont des études ancillaires. Alors, par exemple ici, une étude sur les stratégies diagnostiques, donc je vais vous montrer les résultats sur des nouveaux outils diagnostiques, et en particulier le coefficacité des stratégies diagnostiques dans le contexte africain, et je vais insister plus particulièrement sur le contexte des usagers de drogue en Afrique. On a une sous-étude sur les comorbidités, en particulier la réactivation de l'hépatite B en Afrique, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, et puis on a toute une étude sur le coût-efficacité, donc qui est coordonnée par Sylvie, dont je vais vous donner quelques résultats ici. Et on a aussi une étude socio-comportementale, plus sur les connaissances de l'hépatite C de la part des patients et de la part des soignants, dont je ne vais pas non plus vous parler aujourd'hui. Donc la toute première étape, quand on reprend le continuum de prise en charge de l'hépatite C, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le diagnostic. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette partie, ce sont les outils de dépistage et de suivi innovants en Afrique subsaharienne. Et alors, comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants entre vous, parmi vous, voilà, chacune de ces études en fait a été faite soit par un étudiant en thèse, soit par un étudiant de master. Donc, en l'occurrence, ce travail-là a été fait par une étudiante de master 2 qui est maintenant en thèse avec moi, Léa Duchesne, donc, et qu'on a publié en 2017 dans GIS. Donc, de façon globale, le contexte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 115 millions de personnes infectées par l'hépatite C, 1% diagnostiquées. Les méthodes de référence pour le diagnostic de l'hépatite C, actuellement, c'est une méthode qui se fait en plusieurs étapes. On cherche d'abord les anticorps d'hépatite C, soit par test ELISA, soit par test rapide. Les patients positifs, on leur fait une charge virale, la plupart du temps par PCR. Parfois, ça peut être soit PCR centralisé, soit à partir d'outils point of care, c'est-à-dire au lit du patient, donc en structure décentralisée. Et le problème, c'est que ce sont en fait une démarche diagnostique qui se fait en multi-étapes. Donc à chaque fois, on a un risque de perdre les patients. Donc déjà, le patient qui va avoir sa prise de sang peut ne pas revenir pour récupérer le résultat de la sérologie. Puis quand il revient, qu'on lui fait un deuxième test sanguin pour la charge virale, il peut ne pas revenir pour récupérer sa charge virale. Donc à chaque point, on a une déperdition de patients.
Donc tout l'objectif de ce travail, ça va être de voir si on a des outils qui permettent en un seul prélèvement de diagnostiquer une hépatite chronique active. Le concept de visite multiple est exactement celui-ci. Vous avez ici le test anticorps, complètement à gauche. Si le patient est négatif, eh bien on lui fait de la prévention des risques. Et puis s'il est positif, on lui fait un deuxième prélèvement pour la réplication. Et puis ensuite, il est soit positif, soit négatif. S'il est négatif, on fait de la prévention. Puis s'il est positif, eh bien on le lie aux soins, on le met dans la filière de soins. Donc vous voyez, c'est vraiment du multi-étape. Et tout l'objectif de ce travail, ça a été de voir si du multi-étape, on peut en faire une mono-étape, ce qu'on appelle le single visit versus le multiple visit. C'est que directement dans la population, on puisse identifier un marqueur qui va permettre de diagnostiquer les personnes qui sont positives avec la réplication et donc à traiter directement. Négatif, c'est de la prévention, et positif, on les lie aux soins. Donc vous voyez que ça va permettre vraiment de diminuer les perdus de vue à chaque étape. Et en plus de ça, on peut aussi imaginer que le patient est prélevé. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que le patient est prélevé et le prélèvement est envoyé en laboratoire. Et là aussi, on peut avoir un peu de déperdition. L'idéal, ce serait que le patient ait son seul examen de recherche d'une hépatite virale active en stratégie point of care, c'est-à-dire sur le lieu où il est vu et qu'en 1 heure, il ait le résultat, qu'en gros, en 1 heure, il sache s'il a besoin d'être traité ou pas. Et alors, dans le cadre de ces nouveaux outils, de ces outils innovants, on a travaillé sur ce qu'on appelle l'antigène du corps de l'hépatite C. L'antigène du corps de l'hépatite C, c'est un marqueur indirect de la réplication virale qui est tout à fait quantifiable par une méthode immunochromatographique, en fait, comme un ELISA. Et c'est une technique qui est moins consommatrice en temps, en argent et en ressources humaines que la technique de référence qui est la PCR. Donc il y a actuellement un test commercialisé qui est un test utilisable sur les machines Abbott Architect avec une très bonne sensibilité et spécificité, avec un petit problème sur la limite de détection du test, puisque un patient qui a une charge virale hépatite C qui est très faible, eh bien le test peut le rendre faussement négatif. Et quand on a monté cette étude, il n'y avait que des études sur des petits échantillons uniquement faites au nord. Et donc l'objectif principal de l'étude, ça a été d'évaluer les performances de la quantification de l'antigène hépatite C comme moyen diagnostique dans une population dont on ne connaissait pas le statut initialement. Donc il pouvait y avoir des positifs, il pouvait y avoir des négatifs pour l'hépatite C. Donc la population d'étude, c'était des patients qui avaient un prélèvement sanguin au centre Pasteur à Yaoundé. Donc vous voyez des critères d'éligibilité. Comme il nous fallait évidemment une population témoin, il nous fallait des vrais positifs donc en PCR hépatite C, puis des vrais négatifs également en PCR hépatite C. Il fallait aussi qu'on connaisse le statut VIH, le statut hépatite B, et on ne voulait pas que les patients aient été traités. Statut VIH-VHB, c'était important parce qu'on voulait savoir si cet outil diagnostique était aussi bon chez les patients VIH et chez les patients qui étaient co-infectés par l'hépatite B. Donc au total, vous voyez, on a inclus beaucoup de patients, 548 hépatites C positives, 467 hépatites C négatives. On avait fait tout un calcul d'effectifs pour avoir la puissance nécessaire pour montrer la performance de ce test. Alors, ce qu'on a montré sur cette grosse population, c'est qu'on a vu une excellente corrélation entre l'antigène du corps de l'hépatite C et l'ARN, que ce soit chez les patients mono-infectés ici, donc qui n'avaient que l'hépatite C, mais ici également les co-infectés, ici les co-infectés VIH, ici les co-infectés VHB. Alors évidemment, il y a moins de points parce qu'il y avait moins de patients co-infectés que de mono-infectés. Et puis surtout, ce qu'on a montré, c'est que les performances globales de l'antigène du corps étaient absolument excellentes. Donc là, je vous montre la courbe ROC. Et quand on regarde un peu en sous-groupe, en particulier les mono-infectés, les patients VIH, les patients VHB, vous voyez une sensibilité, une spécificité qui sont vraiment très bonnes. Et idem, pas d'influence du génotype de l'hépatite C. Donc ça, c'était une première partie du travail sur cet outil innovant. La deuxième partie du travail, c'était de voir, ok, on a un outil diagnostique, mais est-ce que cet outil peut être utilisé également comme un outil de suivi?
Jusqu'à présent, pour voir si les patients étaient guéris de leur hépatite C, on faisait des PCR, plus ou moins itératives. Maintenant, on a beaucoup simplifié le suivi. On fait une PCR au début, une PCR à la fin. Et on s'est demandé si on pouvait surveiller ces patients, en particulier évaluer la guérison des patients avec l'antigène du corps plutôt que la PCR. Donc c'est un travail qui a été montré par une étudiante de M2 à la conférence internationale sur les hépatites virales qui vient d'avoir lieu à San Francisco. Donc pour cette étude-là, on a pris tous les patients qui ont été inclus dans notre essai TAC. Et je vous montrerai les résultats tout à l'heure. 120 patients, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. C'est le seul essai qui a eu lieu de ce type-là en Afrique subsaharienne. Les autres essais, ce n'étaient pas vraiment des essais, c'était plutôt des cohortes thérapeutiques. Et à ma connaissance, il y en a une seule au Rwanda, avec 240 patients inclus. Donc, dans notre essai, alors qui est plus un essai pilote, donc il n'y a pas de randomisation, il y avait 2 groupes de patients, mais non randomisés, parce qu'en fait, ils ont été traités en fonction de leur génotype. Donc ça, c'est pour vous montrer le suivi des patients, où on a fait, donc le week, c'est pour semaine, donc on a fait plusieurs prélèvements sous traitement, et puis ici, on évaluait la guérison des patients, et là, on évaluait la guérison 6 mois après la fin du traitement. C'était en particulier pour voir les rechutes et les recontaminations. Et quand on a monté cet essai, les traitements qui étaient recommandés, donc on l'a monté en 2014, on a inclus les patients en 2015 et on les a suivis jusqu'en 2017, c'était les stratégies de traitement recommandées. Pour les génotypes 1 et 4, c'était sofosbuvir, l'idipasvir. Le génotype 2, c'était sofosbuvir, riba. Donc la population d'études, je voulais surtout vous montrer que on a aussi inclus des patients VIH. Donc on incluait tous les patients qui répondaient aux critères d'inclusion. Surtout, il fallait qu'ils soient majeurs, pas traités et avoir une infection active. Et le statut VIH n'était pas du tout un critère d'exclusion comme c'était le cas dans beaucoup d'essais. Donc c'est vraiment un essai mixte, un VIH, non VIH. Et vous voyez qu'on avait aussi quelques patients qui étaient cirrhotiques. Alors, pour l'étude dont je vous parle là, pour l'évaluation de la performance de l'antigène du corps comme outil de suivi, on avait 840 échantillons et vous voyez qu'en fin de suivi, on avait 649 patients qui avaient des échantillons indétectables. Alors c'est en fin de suivi, mais également au cours du suivi, 169 échantillons qui étaient détectables et puis on avait deux échantillons pour lesquels on n'a pas pu déterminer s'ils étaient détectables ou pas. Ça, c'est toujours les erreurs liées au test. Donc ce que l'on montre, c'est que là aussi, tous ces échantillons avaient une très bonne corrélation entre l'antigène du corps et l'ARN VHC. On était contents parce que ça, c'est aussi sous traitement. Donc on aurait pu éventuellement perdre un peu de corrélation sous traitement. Et on voit qu'en fait, cette corrélation, elle reste identique chez les patients non traités et chez les patients sous traitement. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, tous les patients qui étaient indétectables en ARN, donc qui étaient guéris, étaient aussi indétectables en antigène du corps. Donc vous voyez une sensibilité, une spécificité absolument parfaite de l'antigène du corps qui donc pourrait remplacer l'ARN comme outil de suivi et d'évaluation de la guérison en fin de traitement. Alors, vous allez me dire, pour faire une petite conclusion sur l'antigène du corps, pourquoi l'antigène du corps si on a de la PCR? En fait, ce n'est pas de la biologie moléculaire, c'est de l'ELISA, donc c'est beaucoup plus simple en termes de réactifs, ça coûte beaucoup moins cher, beaucoup moins de ressources humaines, ça peut être fait par un technicien avec une formation minimale. La grosse limite pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de point of care. Au contraire de la PCR, où vous avez peut-être entendu parler de ces appareils type GenExpert, où sont des cassettes, on met les cassettes pour la tuberculose, le VIH, hépatite B, hépatite C, on met les petites cassettes dans la machine, on appuie sur un bouton, en gros, je suis un peu schématisé, mais ça c'est du point of care au lit du patient, pendant la consultation, et on a le résultat. L'antigène du corps, pour l'instant, ça se fait sur des grosses machines, ça ne peut se faire qu'en centralisé. Mais il y a un organisme qui s'appelle FIND, qui est subventionné par des grosses organisations internationales type United,
qui a investi de l'argent dans des boîtes de biotech qui sont en train de développer un point of care de l'antigène du corps. Et on devrait avoir des résultats. Les premiers résultats semblent très prometteurs. Probablement que dans le courant de l'année prochaine, on devrait avoir un point of care antigène du corps qui pourrait être développé, mis sur le marché, à un coût qui sera dans les cibles de l'OMS. Parce que là, je n'avais pas trop le temps de vous expliquer tout ça, mais l'OMS a fixé des coûts minimaux pour les tests diagnostiques pour qu'ils puissent être élargis au monde entier. Et par exemple, le point of care GenExpert rentre pas du tout dans ces coûts, puisque le test diagnostic doit être inférieur à 10 €, enfin 10 $. Et avec un antigène du corps, on serait probablement dans les 4 à 5 $. Donc ça pourrait être très coût-efficace. Deuxième étape dans ce continuum de soins, je vous ai parlé de cet outil diagnostic performant. Je vais vous dire un mot sur le traitement de l'hépatite C en Afrique, donc à partir de l'essai TAC, dont on a montré les résultats à la dernière conférence de l'IAS. Donc je vais aller assez vite sur le contexte. Vous savez qu'on a des antiviraux directs très puissants, qu'on donne sur une période courte, sans interféron, pas d'effet secondaire, et à peu près dans les pays du Nord, plus de 95% de réussite, de succès de traitement. Les objectifs donc, de l'essai thérapeutique, c'était d'évaluer dans le contexte africain l'efficacité et la tolérance de ces traitements. Et les 3 pays dans lesquels on a travaillé, c'est le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Donc le schéma d'étude, 12 semaines de traitement, 80 patients étaient génotype 1 et 4, 40 patients étaient génotype 2. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'hépatite C, vous allez me dire, et pourquoi pas les génotypes 3 ? En fait, il n'y en a pas en Afrique, en tout cas, il n'y en a pas dans toute cette partie d'Afrique de l'Ouest. Il y en a un petit peu en Afrique de l'Est, mais pas du tout en Afrique de l'Ouest. Donc la population d'études, alors on a pu inclure tous les patients. La population d'études, vous voyez, un certain nombre de patients étaient infectés par le VIH et on avait une proportion non négligeable de patients cirrhotiques. Alors, ce que l'on a montré, c'est que l'efficacité globale du traitement était de 89,1% de traitement. Inférieur, un peu inférieur, enfin quand même 5% en gros inférieur à ce que l'on a dans les pays du Nord, en particulier dans les essais thérapeutiques. En fait, quand on reprend les données de vraie vie, dans les pays du Nord, on est plus à 92%, on va dire. Donc là, on est un peu inférieur à 90%. Et on voit que ni le score de cirrhose, enfin ni le score de fibrose, donc la présence d'une cirrhose, ni le VIH n'influencent l'efficacité du traitement. Alors pourquoi on a ce taux qui est un peu inférieur à ce qu'on attendait, qu'on aurait plus pensé à 92 à 95%. Bon, vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de patients, mais en fait, dans notre calcul d'effectifs, on s'était comparé au traitement standard de l'époque, qui était PEG interféron ribavirine, et on était aux alentours de 60% de réponse, donc c'est pour ça qu'on avait cet effectif-là. On est bien au-dessus du traitement de référence de l'époque, mais un peu inférieur au traitement actuel. Et bien en fait, on a séquencé, je ne vous montre pas les résultats, mais je vous donne quelques données à l'oral, on a séquencé les souches d'hépatite C de ces patients, on a fait du séquençage au débit. En fait, on a mis en évidence de nouvelles souches d'hépatite C qui n'étaient pas connues dans les pays du Nord. On a comparé ça avec les plus de 7000 souches du Centre national de référence en France. En fait, ce sont des nouvelles souches qui, sur le plan phénotypique, ont une sensibilité diminuée aux antiviraux. Donc nous, on a montré ça dans cette cohorte. En fait, la grosse cohorte, enfin la grosse, 240 patients au Rwanda, ils ont des données qui sont tout à fait similaires. Donc avec des variants génétiques de souches qui donnent une résistance, enfin, une baisse de sensibilité avec les antiviraux actuels. Troisième étape, les stratégies de dépistage. Donc là, je vous ai montré l'efficacité des traitements, je vous ai parlé des nouveaux outils diagnostiques que l'on élabore. Comment ça, en termes de coût-efficacité, quand on prend une dimension, un regard de santé publique, comment est-ce que ça s'applique en Afrique? Est-ce qu'il est coût-efficace de dépister les patients? Et quelles sont les stratégies les plus coût-efficaces de dépistage? Donc cette étude-là,
Et c'est donc mon étudiante qui est actuellement en thèse, qui vient d'en présenter les résultats à une conférence qui a eu lieu à Lisbonne sur les usagers de drogue. Alors, je fais un focus particulier sur les usagers de drogue, et en particulier à Dakar, parce que c'est là où on a mené une étude antérieure sur la prévalence de l'hépatite C chez les usagers de drogue, et parce que ça fait partie des populations vulnérables à risque, qui est particulièrement ciblée par l'OMS pour tout ce qui est action de dépistage et de traitement. Donc, le contexte de l'usage de drogue en Afrique subsaharienne, donc l'hépatite C en Afrique subsaharienne, je vous ai montré les diapos tout à l'heure, en gros 1 à 8%, et les usagers de drogue sont vraiment un des groupes qui sont les plus à risque d'être infectés, et effectivement, on a fait récemment donc, une étude qui a été publiée il y a 2 ans dans GIS, où on a évalué par des méthodes capture-recapture et des méthodes RDS le nombre d'usagers de drogue à Dakar et la prévalence des infections par le VIH et les hépatites. Et on a montré qu'il y avait une prévalence de 23% d'hépatite C chez les usagers de drogue de Dakar. Et dans une méta-analyse qui a été publiée l'année dernière, vous voyez la séroprévalence de l'hépatite C chez les usagers de drogue, elle va de 15 à 69%. Et donc en Afrique subsaharienne, c'est vraiment un des groupes prioritaires pour le dépistage et le traitement d'hépatite C si on vise l'élimination pour 2030 de l'hépatite C. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les techniques de référence, cette stratégie multi-étape. Vous pensez bien que chez les patients usagers de drogue, avec toute la vulnérabilité, la difficulté de recours aux soins, c'est certainement pas la meilleure stratégie diagnostique. C'est pour ça que dans ce contexte-là, on a regardé si l'antigène du corps était intéressant pour limiter le nombre d'étapes diagnostiques, et on a aussi regardé l'intérêt d'utiliser plutôt des point of care, donc éviter que les prélèvements soient envoyés en centralisé, mais que les résultats peuvent être donnés au patient au moment où il vient en consultation. Et puis, si on ne peut pas avoir de point of care, l'intérêt des papiers buvards pour transporter les prélèvements centralisés. Et donc, dans cette étude de modélisation, on a regardé le coût-efficacité de différentes stratégies de dépistage avec différents biomarqueurs, charge virale, donc de la PCR, antigène du corps, est-ce qu'on pouvait utiliser les DBS, point of care, etc. Tout ça appliqué au contexte des usagers de drogue. Donc vous voyez, on a regardé plein de stratégies en fonction de ce qui existe en Afrique subsaharienne. Et vous voyez, toutes les premières stratégies, c'est des two-step. Donc en général, on fait un dépistage des anticorps de plusieurs façons et puis ensuite on regarde s'il y a une hépatite active. Et vous voyez en bas, 3 stratégies one-step. On fait directement de la PCR en point of care, ou on fait de l'antigène du corps en prélèvement sanguin standard, ou de l'antigène du corps avec un DBS. Bon, là c'est l'arbre de décision que l'on a utilisé. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne va probablement pas avoir le temps. Et puis là aussi, sur le plan des méthodes, on a regardé les vrais cas diagnostiqués, le coût total par individu ciblé par le diagnostic, et puis on a fait toute une revue de la littérature pour les probabilités de santé, les performances des différents tests, et les coûts, c'était ceux de l'hôpital de Fann à Dakar. Donc là, ce sont les différents coûts que l'on a retrouvés pour les différents examens que l'on a mis dans notre modèle. Et puis, ce que l'on a pris pour nourrir le modèle, c'est la prévalence de l'hépatite C dans la population des injecteurs de drogue à Dakar. Donc, c'est le papier dont je vous ai parlé tout à l'heure, là où on avait fait de la capture-recapture et de la RDS. Donc, vous voyez, en fait, chaque étude se nourrit l'une de l'autre. C'est ça le continuum dans la recherche, c'est ce qui fait que c'est passionnant. Et donc on a pris on a décidé que le taux d'acceptation du diagnostic était de 100% pour chaque stratégie, mais en fait on a fait des analyses de sensibilité où on a diminué ces taux. On a aussi estimé à 20% le nombre de perdus de vue
dans les stratégies qui étaient en 2 étapes. Là aussi, dans les analyses de sensibilité, on a fait bouger ce taux-là. Et puis voilà, donc on a fait plusieurs analyses de sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on montre? Déjà, on montre que ce que l'on fait actuellement, la stratégie de référence que je vous ai entourée en rouge ici, qui est les anticorps centralisés, donc la sérologie ELISA qu'on envoie au labo, suivie de la charge virale qu'on envoie au labo, vous voyez que c'est celle qui est la plus chère, donc la moins coefficace. Donc, ce qu'on fait déjà actuellement, ce qui est recommandé par l'OMS d'ailleurs, c'est ce qui est le plus cher. Et c'est ce qui ne pourra jamais être fait parce que les États n'auront jamais l'argent. Ensuite, quand on regarde, donc là on a mis, vous voyez, on a hiérarchisé, là c'était la flèche bleue que vous aviez tout à l'heure, le coût par sujet diagnostiqué, testé, et vous voyez qu'en fait on a 2 stratégies qui ne sont pas dominées, c'est l'ARN en point of care, donc c'est-à-dire que dans la population des usagers de drogue, eh bien, pour un coût incrémental qui est d'à peu près 1000 €, eh bien, c'est une stratégie qui est coefficace dans le contexte des usagers de drogue à Dakar. Et puis vous voyez ici, pour un coût incrémental aussi qui est quand même beaucoup plus important, mais qui reste coefficace, on a aussi une stratégie en 2 étapes. Quand on regarde en analyse de sensibilité, donc vous voyez ici, donc, quand on compare en fait en point of care, donc ça le point of care c'est le test rapide, suivi par exemple d'un gène expert versus un gène expert chez tout le monde, eh bien le gène expert directement chez tout le monde sans passer par un test rapide va devenir plus coefficace que cette stratégie en 2 étapes quand on a une prévalence élevée, donc là on a établi ce seuil à 49,1%, quand on a un coût de test rapide qui est, alors là je me suis trompée dans le signe, pardon, qui est en dessous de 9,1 €, et quand on a un coût du gène expert, on va dire inférieur à 11 €. Donc ça, ces données-là, c'est très important parce que ça peut aussi guider les décideurs en santé et puis aussi les laboratoires pour fixer les coûts de leur traitement, enfin pas de leur traitement, pardon, mais de leurs outils diagnostiques, s'ils veulent que ce soit approprié par les programmes nationaux de dépistage et de traitement. Alors vous voyez qu'il faut quand même être, pour pouvoir faire du POC, du gène expert directement dans la population et que ce soit coefficace, il faut quand même qu'on ait une prévalence qui soit élevée. Donc évidemment, ce ne sera jamais en population générale. Mais par exemple, donc nous, on était à 38% de prévalence à Dakar, donc c'est certainement pas coefficace dans le contexte-là. Mais en revanche, si vous allez à Dar es Salaam, par exemple, ou à Mombasa, ils ont 65% de prévalence de l'hépatite C chez leurs usagers de drogue. Donc eux, ils auraient intérêt, en fonction de ce qu'on a montré là, à faire du point of care chez tout le monde plutôt que des tests rapides plus du point of care. Alors on a aussi fait une analyse d'impact budgétaire et on montre que dans ces stratégies-là, voilà à combien il faut mettre comme budget pour diagnostiquer les patients et les lier aux soins. Et puis, dernier point, ça va, j'ai encore du temps? J'ai 10 minutes? Oui, ouais, ok. Donc, la dernière étape, eh bien ça, c'est le travail qu'on a mené en collaboration, enfin plutôt qui a été mené par l'équipe de Sylvie et que l'on a nourri des données du projet TAC. C'est, vous avez vu, je vous ai parlé des tests diagnostiques, des stratégies coût-efficaces qui vont utiliser ces tests diagnostiques et de l'essai thérapeutique avec les données d'efficacité. Eh bien, dans cette étude-là, on a un peu tout mis ensemble, le diagnostic, l'efficacité des traitements, pour voir si c'était coefficace de traiter l'hépatite C en Afrique subsaharienne. Et également, donc évidemment si c'est coefficace, mais aussi si ça a un impact en termes de mortalité chez les patients affectés par l'hépatite C. Donc les articles sont en cours de rédaction et c'est une communication qui a été faite l'année dernière au congrès de la FRAVI qui a eu lieu à Bordeaux.
Alors, j'ai repris quelques diapos de la présentation que vous aviez faite à Bordeaux. Donc, l'objectif principal, c'était d'évaluer le coefficacité des stratégies de traitement d'hépatite C à base de ce fosbuvir, donc dans les 3 pays où on est intervenu, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et puis, on avait dans les objectifs spécifiques les bénéfices cliniques de la stratégie, de cette stratégie de traitement sur le long terme, donc en termes de morbidité, c'est-à-dire combien de patients n'auront pas la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire grâce au traitement, et puis combien de patients ne vont pas mourir à cause de ces complications d'hépatite C. Donc c'est surtout ça que et puis ensuite le coût additionnel de la stratégie de traitement sur le long terme, et je ne vais pas vous parler des prix seuils de traitement parce que on n'a pas encore présenté les résultats. Donc je vous passe toutes les méthodes pour une question de temps. Je vais directement aux résultats. D'abord sur la mortalité. Alors, sur cette figure, vous voyez ici en pointillé, c'est avec traitement et en ligne continue sans traitement. Les décès non liés au carcinome hépatocellulaire et les décès liés au carcinome hépatocellulaire. Ben, vous voyez déjà, rien que graphiquement, hein, il n'y a pas photo. Évidemment, quand on traite, heureusement, les gens meurent moins de carcinome hépatocellulaire, et vous voyez qu'on a quand même un impact majeur entre, entre ce que vous voyez en bleu et ce que vous voyez en rouge. Donc ça, hein, c'est vraiment de cause de maladie du foie, et là, c'est de cause non liée au foie. Alors, évidemment, les gens ils continuent de mourir parce que, comme dans n'importe quel pays, mais en particulier en Afrique subsaharienne, eh bien, il y a plein de raisons de décéder. Hein. Il y a le VIH, il y a les maladies cardiovasculaires qui émergent de plus en plus. Mais ce qu'on voit, c'est que on a quand même, quand on traite, on a vraiment une différence par rapport à quand on ne traite pas. Donc le traitement évite. On meurt plus traité d'autres causes, c'est ça? Non mais d'accord, oui. Je suis étonné si vous voulez la courbe hachurée et bleue. Ouais, alors. Parce qu'en fait, comme on meurt moins de l'hépatite C, forcément on meurt plus des autres causes. De causes non liées à l'hépatite C. Vous allez forcément mort tous à la fin. Donc forcément, si la proportion de décès liés à l'hépatite C diminue, c'est que la mortalité liée aux autres causes augmente. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que 71 parce qu'en fait, à la fin, plus 28,4 égale 92. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça fait 100% total. On a simulé sur 40 ans, et comme la cohorte elle est relativement âgée, après 40 ans, toute la cohorte est décédée en fait. Oui, alors peut-être qu'il faudrait présenter que ça là, que ce qui est en bas. Si vous regardez ça brutalement, vous dites pas j'ai peut-être pas été là, c'est oui, c'est vrai. Sur le coup. Bon, enfin, c'est juste un détail de présentation. Ouais, c'est ça. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est ça. Alors, si on regarde la mortalité évitée grâce au traitement, vous voyez, 2131 patients ne mourront pas grâce au traitement de cancer au Sénégal, 1717 en Côte d'Ivoire et 1966 au Cameroun. On gagne des années de vie, et puis surtout, l'espérance de vie des patients traités devient comparable à celle de la population générale, telle qu'elle est estimée par l'OMS. Donc ça, c'est un résultat qui était très important de cette analyse. En termes de morbidité, donc là, on a estimé dans le temps l'évolution du nombre de patients cirrhotiques sur la durée de vie. Donc là aussi, c'est une modélisation sur 10 000 patients mono-infectés. Donc vous voyez ici avec traitement et sans traitement. Et donc vous voyez qu'il y a là aussi une baisse très importante. Donc ça, c'est les patients en cirrhose compensée, CC, et les patients en cirrhose décompensée. Et donc vous voyez que grâce au traitement, on a un nombre de patients cirrhotiques et cirrhose décompensée, c'est plutôt stable, mais surtout ça n'augmente pas. En revanche, le nombre de patients cirrhotiques qui va en diminuant. Alors, si on regarde par exemple après 15 ans, 9% des patients en vie sont au stade de cirrhose compensée contre 30% chez les patients qui ne sont pas traités. Donc on a un vrai bénéfice du traitement en termes de prévention de la cirrhose. Après 20 ans, vous voyez, alors quand on a une cirrhose, la maladie en elle-même, hein, l'histoire naturelle fait que la cirrhose va continuer d'évoluer plus ou moins vite. Quand on a moins de facteurs d'agression au niveau du foie, la cirrhose va évoluer moins vite et peut même relativement se stabiliser.
stabilisé. Donc par exemple là, après 20 ans, quand on regarde les cirrhoses décompensées, moins de 1% des patients sont encore en vie, alors que 8% des patients... alors attends, moins de 1% en vie sont au stade contre 8% sans traitement. C'est parmi les patients qui sont pas décédés, il y en a 1%. Voilà. Parmi les patients non décédés, voilà. Non, pourquoi sans traitement? C'est la comparaison si c'est un peu avec... Si on n'est pas traité, on a 8% de décompensation, et si on est traité, on a 1% de compensation, en gros. Ah oui, c'est ça, oui, chez les sans traitement. Tout va bien, c'est ça. Tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est 8% qui sont encore en vie contre moins de 1% chez les cirrhotiques décompensés. Et donc, réduction d'un facteur 3 du nombre de patients avec cirrhose compensée et 6,5 avec cirrhose décompensée. Donc là aussi, c'est la première évaluation de ce type-là qui est faite dans le contexte africain. Alors, quand on regarde un peu en termes de coût-efficacité, ben, en fait, le traitement de l'hépatite C en Afrique subsaharienne, et en tout cas dans les 3 pays où on est intervenu, le traitement est vraiment très coût-efficace. Hein. Quand on regarde par exemple au seuil de 3 fois le PIB, et même au seuil de 1 fois le PIB, eh bien on est très coût-efficace. Vous voyez, plus de 99,9% de chance, enfin, de probabilité d'être coût-efficace, et idem, hein, avec des chiffres très élevés, peut-être un petit peu moins élevés au Cameroun, d'être coût-efficace. Et vous voyez ici les prix seuil de traitement, en dessous desquels la stratégie est très coefficace, 963, 948, 744 pour le traitement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a des traitements en Afrique qui coûtent à peu près entre 400 et 600 euros la course de traitement, enfin la durée de traitement qui est de 6 semaines, qui est de 12 semaines, pardon. Et donc vous voyez qu'avec ces prix seuil, hein, le traitement tel qu'il est offert, enfin tel qu'il est disponible en Afrique subsaharienne avec les coûts que je viens de vous donner, on est on est très coût-efficace. On pourrait dire qu'on est du coup cost saving. Non. Pas encore. Pas encore. Alors en conclusion, et c'est ma dernière diapo. Donc en Afrique subsaharienne, je vous ai dit que il y avait une forte endémie d'hépatite C chronique avec une épidémie qui est active à cause de l'émergence de l'usage de drogue dans les grandes métropoles. Le dépistage, hein, c'est vraiment la première étape du continuum de soins et que tout doit peser sur le dépistage parce que quand on ne sait pas qu'on est infecté, on ne va certainement pas aller vers le soin. Et ce d'autant que c'est une clé de voûte, ce d'autant qu'on a maintenant des médicaments efficaces qui permettent de guérir l'hépatite C. Pour améliorer le dépistage, pour augmenter les taux de dépistage, il faut aller vers des outils qui sont innovants, qui vont faciliter la stratégie de dépistage et qui vont faciliter le suivi du traitement, baisser les coûts. Le dépistage et le traitement ont un impact en termes de mortalité et ce sont des stratégies qui sont coût-efficaces. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer important pour faciliter l'accès au dépistage et en cascade l'accès au traitement pour l'hépatite C dans les pays du Sud. Et c'est un plaidoyer qui est mené sur le plan international par les scientifiques, les associations et les organismes internationaux qui commencent à bouger. Hein. Vous savez que le gros problème qu'on a avec les hépatites par rapport au VIH, c'est qu'il n'y a pas de fonds mondial de financement des hépatites virales. Et donc ça reste encore un effort qui est très important et à fournir par les pays. Et l'objectif d'élimination de l'hépatite C pour 2030, même si on a les outils, on pense quand même dans la majorité des pays, ça va être extrêmement difficile. En France, on est dans les clous, hein, on aura éliminé l'hépatite C d'ici 2025, selon les dernières projections. Je pense que j'ai fini parce qu'après, c'était les petites questions en anglais, les 5 questions qu'on m'avait demandé de préparer. Et voilà. Ben, je vous remercie. Et c'est bien un temps d'échange, c'est ça? Questions? Enfin, les variants, d'ailleurs, je ne sais pas si. Je crois que les variants, c'est très intéressant, que vous avez découvert à l'occasion de vos travaux par le séquençage. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de clones ou non? Et deuxièmement, est-ce que vous avez eu le temps de regarder, ou la possibilité de regarder
là, vous les avez liés à la moins bonne réponse, c'est ça, aux antiviraux, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs associés de type, par exemple, épidémiologie, enfin, est-ce qu'il y a un mode de contamination plus particulier associé? Est-ce que vous avez regardé? Non, alors, c'est très difficile. Alors, nous, dans TAC, la très grosse majorité des patients infectés l'ont été par transmission nosocomiale. Par exemple, ça se voit bien au Cameroun. Là, le Cameroun est l'exemple type, en fait, d'une épidémie qui touche certaines cohortes d'âge. On a un pic de prévalence... Exactement, ouais. On a un pic de prévalence aux alentours de 60 ans. Et en fait, ce sont des personnes qui ont été infectées pendant leur jeunesse à l'occasion de campagnes massives de vaccination. Ça, c'est le cas du Cameroun. J'ai pas eu le temps de bien regarder le sexe ratio dans la plupart de ces travaux que vous menez. C'est à peu près le même. En gros, ouais, c'est à peu près le même. Il y a peut-être un petit peu... Il y avait une prédominance de femmes. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu plus de femmes. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Bah justement parce que les femmes, elles ont plus de procédures d'injection au moment de l'accouchement, oui, etc. Elles sont derrière. Ouais, est-ce que c'est lié, par exemple, plus de liens aux soins. À l'accouchement et à la maternité? Oui, ça peut tout à fait être lié à ça. Oui, oui, c'est vraiment de la transmission nosocomiale. Mais ce qu'on voit émerger comme mode de transmission en Afrique de l'Est et de l'Ouest d'ailleurs, c'est l'usage de drogue. Que vous savez, en fait, la drogue, elle vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Elle transite par l'Afrique et ensuite elle remonte par le Maghreb, elle traverse la Méditerranée, elle arrive en Europe. Et il y a eu beaucoup de barrières qui ont été mises en place et en fait, l'Afrique reste maintenant un lieu où se stocke la drogue qui n'arrive plus à être écoulée vers les pays du Nord. Et donc les dealers, les importateurs illégaux de drogue, eh bien, ils libèrent la drogue en Afrique et c'est comme ça qu'on a donc toute la drogue sur l'Afrique de l'Ouest et la drogue de l'Afrique de l'Est, elle vient directement d'Afghanistan. Il y a un lien direct, il y a eu des analyses qui ont été faites sur les poudres et tout, puis il y a des corridors de circulation de drogue et tout. Et donc les métropoles, hein, avec les problèmes de pauvreté, d'immigration interne, discrimination, etc., sont un terreau idéal pour la dissémination de l'usage de drogue. Et donc, on a de fortes concentrations d'usagers de drogue et une prévalence de l'hépatite C qui est très importante dans ces zones-là. Et donc, pour en revenir à votre question, donc on n'a pas pu, nous, en tout cas, puis même les Rwandais qui ont travaillé dessus, mettre en évidence d'association avec le mode de transmission. En revanche, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes génotypes d'un côté ou de l'autre. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de génotype 4. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de génotype 4. Nous, on en a inclus, mais en fait, c'est des patients qui viennent d'Afrique centrale. Là, les hépatos, ils le disent tout de suite. Hein. Non, mais lui, c'est pas un Ivoirien, c'est pas un Gabonais, un Congolais, voilà. Donc, et le génotype 4, c'est vraiment l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, et puis, bien sûr, l'Égypte. Et donc, ce que les Rwandais ont montré, c'est qu'il y avait un sous-type qui est le 4R, qui avait des mutations de résistance au NS5A, qui est un type d'antiviraux, et des mutations qui confèrent une baisse de sensibilité au sofosbuvir. Oui. Du coup, c'est le génotype 3 ou 4 qui n'est pas parlé de 3 tout à l'heure en Afrique de l'Ouest? J'ai dit qu'il n'y avait pas de génotype 3 en Afrique de l'Ouest, et il y en a un petit peu en Afrique de l'Est. Et en fait, le génotype 3 de l'Afrique de l'Est, il vient de l'Asie. C'est vraiment un génotype prédominant sur le continent indien en particulier, sur le sous-continent indien. Et donc, tu vois, il a suivi la trajectoire de la drogue, quoi. Deuxième question. Les tout derniers travaux, là, que vous avez menés ensemble, vous avez montré, les coûts, là, c'était les coûts de traitement ou c'était les coûts de traitement plus diagnostic, plus dépistage? Ça inclut les coûts du diagnostic, mais pas selon les stratégies nouvelles. Stratégie classique RNA, ouais. RNA dans... Donc diagnostic, mais suivi aussi sous traitement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail. Il y a un gros travail qui a été fait par Maël d'analyse de tous les coûts. Mais ça part de la NFS, le bilan hépatique, la visite du médecin, le test diagnostic de grossesse avant mise sous traitement. Prise en charge consolidée. Oui. Voilà, c'est ça. Avec les données de TAC, on avait accès aussi à toutes les données qui sont
utilisé pour le suivi des patients. Ouais. Oui. Dans vos différentes cohortes, vous avez combien de perdus de vue? On n'en a pas. Alors, c'est pas vraiment des cohortes, en fait. Là, dans cet essai, on avait 120 patients. Voilà, qu'on n'a aucun perdu de vue. Alors, et puis après, le reste, c'était de la modélisation. Et puis ce qu'on a fait à l'Institut Pasteur, comme les patients venaient pour avoir un prélèvement à l'Institut Pasteur, mais on ne les suivait pas après, donc ce ne sont pas des perdus de vue. Mais ce n'est pas très étonnant qu'on n'ait pas de perdus de vue parce que il n'y a pas de traitement d'hépatite C en Afrique. Donc les gens, ils se bousculaient même au portillon pour être traités. Et ceux qui ont eu la chance de pouvoir entrer dans l'essai, ils ont pris leur traitement jusqu'au bout. On a quand même, dans les essais thérapeutiques sur le VIH, alors pas les cohortes de traitement, mais les essais thérapeutiques, on a aussi en général une bonne rétention dans le soin, mais le temps de l'essai, c'est 48-96 semaines. L'attrition dans les cohortes en Afrique, l'attrition dans les cohortes VIH en Afrique subsaharienne, c'est souvent les cohortes, les grosses cohortes à l'échelle d'une région ou d'un pays, où les patients sont suivis en centre, en structure décentralisée, où là il y a des perdus de vue. Mais dans les essais thérapeutiques en général, il y a vraiment une bonne adhésion à l'essai. Ouais. J'ai une question. Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse être co-impacté par deux différents génotypes? Oui. Non, c'est tout à fait possible. Alors en général, tu sais, quand on fait du séquençage, ce qu'on appelle du séquençage de masse, on va distinguer le génotype qui est plutôt majoritaire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de 20% de clones. Enfin, plus de 20% des souches virales circulantes. Puis s'il y en a un qui est à 10%, on ne le verra pas. En revanche, quand on fait du séquençage haut débit, l'ultra deep sequencing, là, tu vas voir toutes les souches qui circulent. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en faisant du NGS chez nos patients, en échec, en fait, on avait une purée de variants. En fait, on en a plein. Et c'est pas, donc, en séquençage standard, ce qu'on appelle le Sanger, voilà, tu vois le variant majoritaire. Et d'ailleurs, ça peut poser des soucis. Alors, par exemple, un de ces patients-là, qui est en échec, eh bien, en Sanger, il était génotype 1. Et en fait, avec le NGS, il s'est avéré qu'il y avait alors ça c'est autre chose encore, c'est pas un problème de quantité de variants, il s'est avéré que c'était en fait d'un génotype 2. Il était génotype 2 en ultra deep et puis génotype 1 en Sanger. C'est très étonnant. Donc on est en train de regarder cette... Ouais, c'est très bizarre. Donc on ne sait pas si c'est pas une erreur du laboratoire. C'est un prélèvement de Dakar. On ne sait pas si c'est pas une erreur de laboratoire. Mais par exemple, on a trouvé... Alors nous, comme on a traité par sofosbuvir les dipasvir, ça marche sur le 1 et le 4. On a trouvé des patients qui étaient 1A. Et en fait, quand on a fait du NGS, on a trouvé plein de variants 4. Donc des 4R, etc. Et ce sont ces variants qui ont une sensibilité moins bonne aux antiviraux. Donc on se demande si c'est pas à cause de ça, en fait, le traitement a bien éliminé le 1A, les génos 1A, et puis c'est la purée de 4 qui a résisté.